Apple vient d'annoncer de nouveaux Mac Studio. Mais que valent-ils par rapport aux Mac mini et aux iMac? Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons parler dans cette vidéo des Mac de bureau proposés par Apple. Et plus précisément, nous allons voir quel Mac de bureau vous devez acheter. Bien entendu, je vais vous dire la même chose que pour tous mes guides d'achat, il n'y a pas un Mac meilleur que tous les autres. Chaque Mac existe pour une utilisation précise, donc nous allons voir ensemble quelle utilisation pour quel Mac. Et après, ce sera à vous de définir votre utilisation, ce qui vous permettra de savoir quel Mac se retrouvera sur votre bureau. Je précise tout de suite que le guide d'achat pour Mac portable sera disponible a priori d'ici peu de temps. Donc quand il sera en ligne, je rajouterai son lien en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Bien entendu, c'est à vous de savoir si vous devez partir sur un portable ou un fixe. Je ne vais pas aborder ce type de questions dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est aussi en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour. Quel Macintosh de bureau acheter? Je pars du principe, évidemment, que vous avez besoin d'acheter un tel produit. Je rappelle une règle qui semble couler de source, si votre ordinateur actuel est toujours bon pour le service, il n'y a pas de raison de le changer. Alors pour commencer, je précise que je vais utiliser le site d'Apple pour dépeindre mes propos. Bien entendu, l'achat d'un Mac de bureau peut se réaliser chez n'importe quel revendeur. À partir du moment où vous achetez un Mac neuf et que ce dernier correspond bien au modèle vendu par Apple, peu importe chez qui vous l'achetez. Cependant, si vous souhaitez acheter un Mac sans le faire modifier à l'achat, je vous invite à passer par mon partenaire Macway, dont je rajoute un lien affilié en description de cette vidéo. Cela vous coûtera le même prix, mais je toucherai évidemment une petite commission dessus. Je reviendrai sur l'achat en lui-même à la fin de cette vidéo. En attendant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'Apple propose comme gamme de Mac de bureau en ce moment ? Comme depuis plusieurs années, il y a 4 gammes, mais comme pour mes guides d'achat précédents, je ne parlerai que de 3 d'entre elles, l'iMac, le Mac mini et le Mac Studio. Concernant le Mac Pro, c'est une machine ultra spécifique. Plus précisément, c'est une gamme qui ne concerne a priori pas les visiteurs de mon site internet ou de ma chaîne YouTube. Donc si vous ne savez pas si vous devez l'acheter, c'est qu'a priori vous ne devez pas le faire et que vous trouverez votre bonheur dans les 3 gammes dont je vais parler maintenant. Mais donc ces 3 gammes, le Mac mini, l'iMac et le Mac Studio, comment savoir à quelle utilisation chacune d'entre elles correspond? Pour répondre à cette question, je vais m'occuper de 3 points que je juge très importants. Les performances, les connectiques et les accessoires. Ensuite, il y aura aussi à la fin un point que je vais nommer bonus pour discuter avec vous d'un petit détail, ou plutôt d'un point que beaucoup d'utilisateurs considèrent comme un détail, alors qu'en fait, ce n'en est pas un, et c'est même un point important à prendre en compte pour un achat. Concernant les performances, si je m'occupe uniquement des processeurs, il y a à l'heure où je tourne ce guide d'achat uniquement des processeurs M4, M4 Pro, M4 Max et, même si c'est surprenant, M3 Ultra. Oui, il n'y a pas de M4 Ultra. Bon, si on regarde dans le passé, il y a eu des processeurs M1, M2 et M3, et à chaque fois avec des modèles normaux, Pro, Max et Ultra. Alors, vous vous en doutez certainement, le modèle normal est moins puissant que le modèle Pro, qui lui est moins puissant que le modèle Max, qui lui est moins puissant que le modèle Ultra. Et en passant, le M3 Ultra est bien plus puissant que le M4 Max. Bon, je vais synthétiser les processeurs disponibles. Il y a un Mac mini à base de M4. Je rappelle que je ne parle que des processeurs, donc pour faire simple, même si vous trouvez sur le site d'Apple 3 Mac mini M4, et il y en a effectivement 3, la différence concerne juste le stockage et la RAM. Donc je n'en compte qu'un seul en M4. En revanche, vous avez également un Mac mini à base de M4 Pro. Concernant le Mac Studio, il y a 2 modèles. Un basé sur un M4 Max et un autre sur un M3 Ultra. Alors, je vais tout de suite répondre à la question que beaucoup d'entre vous vont certainement se poser. Doit-on attendre un Mac Studio équipé d'un processeur M4 Ultra pour effectuer un achat? Vous pouvez, mais si vous le faites, vous n'achèterez jamais de Mac. Il n'y aura pas de processeur M4 Ultra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Apple. C'est pour cela qu'ils ont sorti le M3 Ultra en complément du M4 Max. Et pour l'iMac, il y a en tout 2 modèles en M4. Oui, le premier est un peu moins puissant car il possède moins de cœurs GPU et CPU.
Pour faire simple, le CPU c'est le processeur principal et le GPU le processeur graphique. Et non, un processeur graphique, ça ne sert pas que à jouer. Je le précise car je sais que beaucoup de personnes pensent cela. Donc en résumé, on a deux Mac mini, deux Mac Studio et deux iMac. Vous le savez peut-être, il est possible de réaliser ce qui s'appelle une configuration à la commande lorsque l'on achète un Mac via le site d'Apple. Par exemple, un processeur M4 Pro, plus puissant que celui d'origine sur le Mac mini. Si je rajoute ces modifications possibles également pour le Mac Studio, eh bien, cela peut sembler beaucoup de modèles. Mais pas de panique, si sur ces 4 modèles, Apple n'en vend que 2 uniquement sur son site, c'est pour une bonne raison. On est un peu sur du détail qui ne va réellement intéresser que très peu d'utilisateurs. Donc pour simplifier ce guide d'achat, je vais m'arrêter aux modèles disponibles partout, c'est-à-dire ceux listés précédemment que vous pourrez retrouver dans n'importe quel magasin vendant des Macs. Puisque l'on parle de vente, j'en profite pour préciser que je suis en ce moment sur l'Apple Store français. Donc les prix ne seront peut-être pas les mêmes chez vous et surtout, même si vous habitez en France, les prix peuvent évoluer avec le temps. Donc ne soyez pas étonnés si en regardant cette vidéo dans 6 mois, 1 an, vous retrouviez des prix différents. Je ferme la parenthèse prix. Mais donc, pour en revenir au processeur, je vais réaliser un gros raccourci qui est à mon avis nécessaire afin de vous donner une idée de qui fait quoi. J'ai effectivement tendance à considérer que le processeur de base, donc en ce moment le M4, est parfait pour tous les usages grand public. Même si vous gérez beaucoup de photos et que vous montez de temps en temps sur votre Mac des vidéos, par exemple filmées avec votre iPhone. Le M4 Pro sera intéressant si vous voulez aller plus loin au niveau des photos ou du montage vidéo. Le M4 Max sera surtout là pour aller sur du montage vidéo très régulier, et je ne parle pas de montage grand public. Même pour des montages vidéo très réguliers, mais dans le cadre personnel, le M4 Pro sera amplement suffisant. Et enfin, le processeur Ultra, donc le M3 Ultra, eh bien c'est encore au-dessus. Bon, je vais être franc, un Mac Studio avec M3 Ultra, je le range un peu dans la même catégorie que le Mac Pro. À savoir que si vous regardez un guide d'achat pour savoir si vous devez aller dessus, eh bien, c'est que vous n'avez justement pas besoin d'aller sur du Ultra. Alors, bien sûr, tout ce que je viens de dire est un raccourci de ce que je pense. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais de façon générale, je pense que vous pouvez garder ces informations en tête. Petit aparté quand même concernant l'iMac. Le premier possède un processeur un peu moins costaud puisqu'il a 2 cœurs CPU et 2 cœurs GPU en moins. Donc à partir du moment où vous souhaitez gérer des photos, je parle bien d'un point de vue grand public, ou même créer quelques films avec iMovie, si vous deviez partir sur l'iMac, privilégiez plutôt le deuxième modèle. Je parle en termes de processeur. Pour le stockage, j'en parle dans quelques minutes. Et si vous voulez le fond de ma pensée, je dirais qu'à la vue de cette différence de prix, comme vous garderez cet iMac quelques années, je conseillerais de toute façon de partir au minimum sur ce modèle. Bon, après, soyons honnêtes, le premier iMac est très bien, c'est juste que les petits plus apportés par le deuxième me semblent largement mériter ce surcoût. Pour l'instant, à part mon dernier conseil, je me suis contenté de parler de puissance. Or, il n'y a pas que la puissance à prendre en compte dans l'achat d'un ordinateur. La RAM, que l'on appelle aussi mémoire vive, a également son mot à dire. Si vous n'avez pas assez de RAM pour votre usage, votre processeur aura beau être surpuissant, le Mac ne tournera pas au maximum de ses possibilités. Donc, combien de RAM avoir ? Depuis peu de temps, Apple a enfin arrêté de proposer des Macs avec 8 Go de RAM. Cette capacité a amené beaucoup de polémiques, donc ça tombe bien, cette polémique n'existe plus. Ce sera au moins 16 Go de RAM partout. Pour les processeurs M4, on peut les monter jusqu'à 32 Go de RAM. Pour les Macs à base de M4 Pro, cela peut aller jusqu'à 64 Go de RAM. Pour les M4 Max, ce sera 128 Go. Et pour les M3 Ultra, cela peut atteindre 512 Go de RAM. Ce n'est pas un hasard, plus vous prendrez un Mac puissant et plus ce sera pour utiliser des logiciels assez lourds, voire très lourds, et réaliser des tâches gourmandes, notamment en RAM. Donc la capacité minimale sera plus élevée lorsque le processeur est plus puissant, mais la capacité maximale également. D'ailleurs, gardez à l'esprit que la RAM ne peut pas être changée après l'achat, elle est soudée. Donc quand je parle de capacité maximale de RAM, c'est avant de recevoir le Mac, avant de l'acheter, d'où l'intérêt de bien la choisir.
Comme chaque année, je vous dirais que la quantité de RAM proposée sur les Mac de base est suffisante pour un usage classique, malgré l'arrivée d'Apple Intelligence. Néanmoins, un peu plus de RAM serait bénéfique pour une gestion multimédia assez importante, même dans un cadre personnel. Cependant, pour un usage multimédia assez important, comme je l'ai dit, il vaut mieux aller sur un M4 Pro. Or, dans ce cas-là, on est déjà au-dessus de 16 Go de RAM, ce qui au final est assez logique. Et si vous devez créer des films très régulièrement, notamment d'un point de vue professionnel, j'avoue que si vous souhaitez conserver votre Mac au moins 4 ou 5 ans, cela me semble plutôt cohérent de partir sur au moins 32 Go de RAM. Ce n'est pas indispensable, mais souhaitable. Donc plutôt un Mac mini ou un Mac Studio, puisque l'iMac ne possède que des processeurs M4 standards. De façon générale, si vous conservez à peu près le même usage, n'hésitez pas à vérifier ce qui est utilisé comme RAM sur votre ancien Mac et à prévoir un peu plus. Pour cela, vous avez l'app Moniteur d'activité qui est intégrée au Mac et qui vous donnera les informations nécessaires. Bon, bien entendu, vérifiez la consommation de RAM de votre Mac pendant que vous l'utilisez pour de vrai. En ce moment, je ne fais rien du tout sur mon MacBook Pro, donc évidemment, j'ai de la RAM de disponible. Cependant, cette comparaison par rapport à votre ancien Mac ne doit se faire que si vous aviez déjà un Mac à base de processeur Apple Silicon, donc M1, M2, etc. Si vous avez encore un Mac à base de processeur Intel, il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin de plus de RAM pour le nouveau Mac. Enfin, si vous effectuez exactement la même chose, ce qui, il est vrai, a peu de chances d'arriver. Mais retenez que le passage au processeur Apple Silicon, donc à partir du M1, a permis à Apple d'optimiser grandement la gestion de la RAM. C'est pour cela que lorsque les premiers Mac M1 sont sortis, beaucoup de testeurs ont dit qu'il y avait besoin de 2 fois moins de RAM sur ce Mac par rapport à un Mac Intel. Le 2 fois moins était très certainement exagéré, mais le fait est que les besoins en RAM sur Apple Silicon sont quand même inférieurs à ceux sur Intel. Je parle bien pour la même utilisation et à partir d'un même système. Donc si vous avez 8 Go de RAM sur un Mac Intel et que ce dernier n'a pas l'air d'être complètement à court de RAM, bien que tournant malgré tout sur Sequoia, le système le plus récent à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien les 16 Go minimum de RAM que vous aurez sur un nouveau Mac seront largement suffisants, même si vous utilisez Apple Intelligence. Mais je le redis, réfléchissez bien à cette capacité, elle ne pourra pas être modifiée après l'achat. Pour les performances, c'est bon. Je vous propose de passer à la connectique. Pour celle-ci, il est temps pour moi de vous parler de l'option magique du site d'Apple, le bouton Comparer. Bouton Comparer que vous allez trouver dans la catégorie Mac du site. Alors, je vais afficher l'iMac, mais pas le premier modèle, le Mac mini, ainsi que le Mac Studio. Voilà, bon, puisqu'on y est, je vous propose de rechercher les ports disponibles. Ils sont ici. Alors, pour le sans-fil, rien à dire, ils sont tous au même niveau, mais ce qui m'intéresse, ce sont les ports physiques. Pour le Mac Studio, c'est un peu une bête de guerre au niveau puissance, donc il est logiquement équipé de toute la connectique requise. Mais la plupart des utilisateurs vont acheter un iMac ou un Mac mini. Si je m'attarde dessus, je remarque que le mini a une sortie HDMI que n'a pas l'iMac. Alors en fait, c'est pareil que le tout en un à ce niveau, puisque ici, il n'y a pas d'HDMI, mais l'écran est déjà intégré, alors que là, l'HDMI va servir à brancher un écran qui n'est pas fourni. Sinon, dans les trois cas, on peut brancher plusieurs écrans, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Néanmoins, attention à ce que vous lisez. Ici, sur les mini et les studios, j'ai de l'USB, mais pas sur l'iMac. Alors, en fait si, évidemment, vous avez de l'USB sur l'iMac. Retenez que les prises Thunderbolt 4 ou 5 ont la même forme que l'USB type C et qu'elles peuvent gérer un périphérique USB. En revanche, le contraire n'est pas possible. Si vous branchez un périphérique Thunderbolt sur l'un des ports USB type C, ça ne fonctionnera pas. Mais en définitive, vous pouvez brancher au moins 4 périphériques USB sur chacun de ces Macs sans avoir besoin d'acheter un hub. Concernant la différence entre le Thunderbolt 4 et 5, disons que cela concerne principalement la vitesse de transfert. Alors, je sais ce n'est pas la seule différence, mais je vais m'arrêter sur celle-ci pour simplifier les choses. Dans tous les cas, le Thunderbolt est vraiment lié à un usage professionnel et le prix d'un tel périphérique n'a rien à voir en principe avec ceux en USB.
Donc ne vous demandez pas si vous aurez besoin de Thunderbolt 5 ou pas pour choisir votre Mac. Si vous avez des besoins lourds, de toute façon, vous n'allez pas vous contenter d'un simple processeur M4. Donc vous choisirez un Mac qui aura de ce fait du Thunderbolt 5, que vous ayez besoin de sa vitesse de transfert ou pas. Au final, vous avez une connectique plus fournie sur le Mac Studio, avec même la possibilité d'y brancher des anciens périphériques en USB type A, la vieille norme rectangulaire de l'USB. Mais bon, pour moi, ces anciens ports USB ne doivent pas vous orienter vers tel ou tel produit. Dans le cas d'un Mac sans écran, la différence de prix est importante entre cette gamme et les Mac mini. Donc la présence d'un lecteur de carte SD ou d'USB type A ne doit pas être le déclencheur pour acheter un Mac Studio plutôt qu'un mini. Un lecteur de carte externe, un hub USB ou de simples adaptateurs USB type C vers USB type A ne coûtent pas bien cher. Au final, je vous ai montré comment savoir ce qu'il y a sur chaque Mac au niveau connectique. Alors une précision importante, le premier iMac n'est pas par défaut équipé d'un connecteur Ethernet. C'est la connectique qui permet de se brancher avec un câble sur un réseau, par exemple sur Internet. Bon, bien entendu, la plupart des utilisateurs passent par le Wi-Fi, mais j'avoue qu'à titre personnel, j'aime bien, en cas de problème, avoir un port Ethernet à disposition. Je précise que ce premier iMac ne l'a pas par défaut, mais vous pouvez, si vous l'achetez sur le site d'Apple, demander à le rajouter. Mais bon, dans ce cas, pourquoi ne pas passer directement sur le deuxième modèle qui lui possède l'Ethernet de base, en plus d'être plus puissant et d'avoir plus de ports USB. Passons maintenant aux accessoires. Alors, désolé pour ce terme, mais je ne savais pas trop comment nommer cette catégorie. En fait, nous allons parler son et webcam. Direction, une fois encore, le comparateur du site d'Apple. Alors pour faire simple, l'iMac ayant un écran intégré, il possède une webcam et un micro, ce que les deux autres gammes ne possèdent pas. Et même si toutes les gammes sont équipées de haut-parleurs, le système audio de l'iMac est quand même carrément plus performant. Vous pouvez en revanche brancher des enceintes externes sur tous ces modèles, que ce soit avec un câble ou sans fil. Et bien entendu, comme beaucoup d'utilisateurs de Mac possèdent des iPhones, je rappelle qu'il est possible de transformer son iPhone en webcam pour son Mac. Si le téléphone n'est pas trop vieux, évidemment. Et puisque l'on parle de webcam, je précise que celle de l'iMac est compatible avec la fonctionnalité cadre centré. En gros, si vous bougez devant votre webcam, cette dernière va vous suivre. Mais donc, j'ai fini les 3 points principaux que je souhaitais aborder dans ce guide d'achat. Je vais maintenant parler de 2 ou 3 petites choses en plus. Pour commencer, le stockage. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant pour une raison très simple. Ce n'est pas à moi de vous dire combien vous allez utiliser de stockage sur votre Mac, c'est à vous de le calculer, ou du moins de le deviner. Alors de façon générale, vous pouvez vous dire que prévoir le double sur la nouvelle machine par rapport à ce que vous utilisiez sur l'ancienne machine est une bonne technique. Mais chose très importante sur l'iMac, n'oubliez pas que comme pour la RAM, le stockage interne ne pourra pas être augmenté plus tard. Je parle uniquement de l'iMac car les Mac mini et Mac Studio permettent de remplacer leur SSD interne, mais pour des raisons principalement financières, je vous encourage à ne pas trop compter là-dessus. Alors pour être franc, les Mac mini M4 le permettent et les anciens Mac Studio le permettaient. Pour les nouveaux, je ne sais pas encore si c'est toujours le cas, mais à mon avis, ça l'est toujours. Dans tous les cas, je vous invite à ne pas compter là-dessus. En fait, si je voulais vous parler de stockage, c'était plutôt pour faire la traditionnelle mise au point avant que l'un de vous me lâche un commentaire sur ce sujet. Effectivement, comme je dis dans chacun de mes guides d'achat, la vitesse des SSD peut varier suivant les machines proposées par Apple et surtout suivant les capacités proposées par Apple. Sauf que je ne pourrais pas forcément vous dire à l'avance qui est plus rapide que qui. En général, c'est plus souvent sur les gammes portables que cela arrive, mais c'est déjà arrivé par le passé sur des machines de bureau. Bon, de façon générale, si j'aborde ce sujet, c'est surtout pour rappeler que les vidéos que je réalise sont avant tout destinées au grand public. Or, pour une utilisation grand public, je ne suis pas convaincu qu'il y ait énormément de différence entre l'utilisation de 2 Macs identiques, à l'exception d'un SSD qui serait plus lent. Donc si un ami vous dit de prendre l'option 1 Teraoctet sur le Mac qui vous intéresse à la place d'un stockage de 256 Go qui suffirait largement à votre usage, mettre 500 € de plus juste parce que des tests sur internet vous disent que c'est plus rapide, eh bien c'est non. Réfléchissez uniquement à la capacité de stockage. Et d'ailleurs, pour réfléchir à cela de façon précise, je vous renvoie vers l'une de mes vidéos qui est dédiée à cette problématique. Le lien est en haut à droite, ainsi que dans la description de ce guide d'achat. Alors cette vidéo date de 2023, ce n'est pas récent, mais elle est toujours d'actualité.
à part le fait que certains Mac n'ont plus de stockage soudé, comme j'en parle à l'époque, mais même si théoriquement vous pourrez potentiellement changer certains des stockages plus tard, n'oubliez pas qu'à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de compter là-dessus. Bon, il est maintenant temps d'aborder le point crucial de ce guide d'achat, j'ai nommé l'écran. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, puisque vous l'avez a priori tous remarqué, mais l'iMac est vendu avec un écran. C'est d'ailleurs toujours le même concept depuis 1998. L'ordinateur est dans l'écran, alors que les deux autres gammes sont vendues sans écran. D'ailleurs, en passant, les Mac Mini et Mac Studio sont également vendus sans clavier, ni souris ou trackpad, alors que l'iMac est fourni avec un clavier et une souris, la Magic Mouse. Mais donc, pourquoi je considère que cet écran est le point crucial de ce guide d'achat? Si vous avez suivi ce que j'ai dit, à moins d'avoir un besoin de puissance assez poussé, l'iMac, ainsi que le premier Mac Mini, feront parfaitement l'affaire. Et bien cet écran va vous permettre de choisir l'un ou l'autre. En fait, si vous n'avez pas déjà un écran que vous souhaiteriez conserver et donc réutiliser avec le nouveau Mac, je ne vous recommande pas forcément de prendre un Mac Mini. Je vois régulièrement des utilisateurs acheter un Mini, plus un écran, plus le clavier souris qui va avec, et je trouve cela dommage. Effectivement, on trouve des écrans corrects à 200 ou 300 €, voire moins d'ailleurs. Mais l'écran de l'iMac n'est pas juste correct, il est vraiment confortable. Alors, Apple fait mieux sur certains de ses portables, voire sur ses écrans externes qui sont littéralement hors de prix. Mais il faut garder à l'esprit que si vous partez sur un Mac Mini pour une question de prix, l'écran que vous y brancherez sera très certainement inférieur à celui de l'iMac 24. Or, l'écran, c'est la chose que l'on a littéralement toujours sous les yeux, donc il ne faut pas lésiner dessus. Alors attention, je ne dis pas qu'il est impossible de fonctionner sur un écran à 200 ou 300 €, mais si vous achetez un Mac Mini, plus un écran, plus des enceintes, plus une webcam, plus un clavier, plus une souris, eh bien vous allez vous rapprocher du prix de l'iMac, mais avec un écran carrément moins bon. Donc le Mac Mini, qui est clairement un super produit équipé du processeur M4, je le conseille personnellement dans 3 situations. Soit vous avez déjà un écran que vous souhaitez réutiliser, soit vous souhaitez avoir un ordinateur modulable, notamment pour pouvoir changer l'écran indépendamment de l'ordinateur en lui-même, soit vous allez avoir une gestion de photos, certes grand public, mais assez lourde malgré tout, et dans ce cas-là, le processeur M4 Pro du gros Mac Mini sera plus adapté que le simple M4 de l'iMac. Et cela me désole d'arriver à cette conclusion, car oui, à mes yeux, il manque un iMac un peu plus puissant. Mais à part pour ces 3 situations, entre un Mini et un iMac, j'irai plutôt sur l'iMac. Cependant, je rappelle que le premier Mac Mini est aussi performant que le deuxième iMac. Donc cette gamme est parfaitement capable de faire tourner la même chose qu'un iMac. Conclusion, c'est bien l'écran, et un petit peu la webcam et les enceintes, qui m'amènent à ce conseil. Et justement, puisque l'on parle d'écran, je vais aborder le dernier point de ce guide d'achat. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs écrans externes sur toute la gamme de Mac. Tous les modèles proposent cela. En revanche, suivant les modèles, vous ne pourrez pas brancher le même nombre d'écrans. Alors pour le savoir, il vous suffira d'aller sur les modèles vous intéressant et de regarder ce qu'Apple précise. Par exemple, pour le premier iMac, il est possible de brancher un écran externe. Donc en tout, cela fait 2 écrans puisqu'il y en a un d'intégré. Pour les autres iMac, on peut en brancher 1 ou 2 en externe, selon la résolution de l'écran. Donc cela fera 2 ou 3 écrans en tout. Concernant le Mac Mini, ou plutôt les Mac Mini, il vous est précisé que vous pouvez brancher jusqu'à 3 écrans simultanément. Après, cela dépendra encore une fois des résolutions des écrans. Et pour le Mac Studio, alors comme c'est un peu une bête de guerre, on va plus loin. Jusqu'à 5 écrans simultanément pour le M4 Max et jusqu'à 8 écrans simultanément pour le M3 Ultra. Bon, vous avez toutes les infos si vous aviez besoin de brancher plusieurs écrans sur votre prochain Mac de bureau. Cela concerne une minorité d'utilisateurs, on ne va pas se mentir, mais l'info peut toujours servir. J'ai fini de dire ce que je souhaitais partager avec vous sur le choix de la machine. Il me reste juste à vous parler de l'achat. J'ai tendance à dire dans mes guides d'achat que ce point est très important, mais pour cette fois-ci, ce ne sera pas obligatoirement le cas. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Je vous ai dit en début de vidéo que si vous ne souhaitiez pas faire de modifications à l'achat sur votre Mac, par exemple mettre plus de RAM, vous pouviez l'acheter où vous le souhaitez. Et je vous ai même proposé de l'acquérir via mon partenaire MacWay, puisque même si c'est le même prix pour vous, cela permet d'aider mon site. Alors, je ne vous refais pas ce speech pour que vous passiez par mon partenaire, mais plutôt pour vous parler d'un point de détail, qui des fois peut se révéler gênant.
En fait, si vous achetez votre Mac chez Apple, vous savez que vous avez le modèle le plus récent. Mais à part chez Apple, ce n'est pas forcément le cas. Tous les revendeurs non Apple sont susceptibles de posséder un stock d'anciens Mac lorsque de nouveaux modèles sont annoncés par le constructeur. Et en général, les prix des anciens sont baissés pour que les vieux stocks se vident. Alors, acheter un Mac de la génération précédente, c'est pas une mauvaise chose en soi, je le dis tout de suite. Sauf si vous ne le savez pas. En gros, si vous allez dans un magasin et que le vendeur vous annonce une toute petite réduction sur un Mac pour vous décider à l'acheter, mais qu'au final vous vous retrouvez avec un ancien Mac quasiment au même prix que le nouveau, là c'est moyen. Donc règle numéro 1, lorsque vous achetez un Mac ailleurs que chez Apple, c'est à vous de vérifier que vous partez bien sur un modèle actuel. Et si c'est un ancien modèle, pourquoi pas, mais vérifiez bien que le prix est suffisamment en dessous de l'actuel pour que cela soit intéressant. Alors je rappelle qu'en moyenne, un Mac de la génération précédente ne pourra plus être mis à jour un an avant celui de la génération actuelle. Donc même si vous allez très certainement conserver votre Mac lorsqu'il ne sera plus à jour, c'est souvent à cause d'un système trop vieux que ce type d'appareil est changé. Donc celui de la génération précédente sera utilisé un an de moins que celui de la génération actuelle. C'est évidemment une moyenne, je le redis. Mais dans tous les cas, vérifiez ce que vous achetez si vous ne le faites pas chez Apple. Après, ce conseil est moins important cette année, puisqu'en gros, c'est très simple. Si c'est du M4 ou du M3 Ultra, c'est forcément la génération actuelle. Mais vérifiez malgré tout. Cette vidéo est finie. Vous devez savoir maintenant comment choisir le Mac que vous allez acheter. En gros, réfléchissez d'abord à vos besoins, c'est la base, et ensuite seulement, vous appuyez sur ce que j'ai dit pour sélectionner le bon Mac. D'ailleurs, vous êtes plutôt iMac, Mac Mini ou Mac Studio? Dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi. Moi personnellement, je suis depuis très longtemps plutôt team iMac, mais comme Apple ne veut décidément pas sortir un iMac avec un processeur Pro ou Max, je vais être obligé de m'orienter cette année vers un Mac Mini ou un Mac Studio. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!